Imaginez une villa nichée au sommet des collines, baignée par la lumière chaude du soleil, où chaque pierre raconte une histoire, chaque souffle de vent porte un secret. Voici l'histoire d'Élise, une femme qui revient sur les terres de sa famille pour retrouver ce qui semblait perdu, la douceur du foyer. Entre souvenirs enfouis, silence et petites réconciliations, elle va découvrir que le véritable foyer n'est pas un lieu, mais un sentiment, fragile et précieux, qui se construit à chaque instant. Bienvenue à Ravello, où commence un voyage intime, à la fois tendre et profond. Voici les murmures de Ravello. La voiture montait en lacets étroits, grimpant lentement la côte escarpée. Le moteur ronronnait doucement, presque étouffé par les cigales et les rafales de vent chaud qui s'engouffraient par les fenêtres entrouvertes. À l'arrière-plan, la mer tyrrhénienne brillait comme une lame liquide, d'un bleu presque irréel. Ravello apparaissait peu à peu entre les pins parasols et les murets en pierre sèche, suspendu entre ciel et mer comme un mirage trop immobile. Élise ne parlait pas. Elle fixait l'horizon d'un air absent, les doigts posés sur sa tempe. Depuis qu'ils avaient quitté Naples, elle semblait s'être refermée comme un coquillage. Mathieu, concentré sur la route, jetait parfois des coups d'œil furtifs vers elle, comme pour vérifier qu'elle respirait toujours. Il s'était promis de ne pas insister. Pas ici. Pas maintenant. Ils étaient venus là pour cela, retrouver un espace vierge, du silence, du temps. 2 semaines loin de Paris, loin du bruit et du rythme et surtout loin du vide que leur quotidien avait commencé à creuser entre eux, insidieusement. C'est là, je crois, dit-il en ralentissant. Une grille de fer forgé rouillé surgissait au détour du chemin, presque dissimulée par une haie d'olivier. Une petite plaque de céramique bleue indiquait simplement « Villa dei Sospiri ». La villa des soupirs, murmura Élise, comme pour elle-même. Il sourit sans répondre, descendit pour ouvrir la grille, et la voiture s'engouffra dans une allée d'arbres tortueux. Le bruit des graviers sous les pneus s'intensifia. Puis, d'un coup, le paysage s'ouvrit. La maison était là. Blottie dans une clairière de pierre et de citronniers, elle ressemblait à une ruine restaurée avec goût, murs blanchis à la chaux, volets verts délavés, tuiles en terre cuite recouvertes de mousse. Une terrasse ombragée s'ouvrait sur la mer en contrebas, avec 2 chaises longues et une table ronde. Tout semblait figé dans une éternité paisible. Élise descendit lentement, posa ses pieds nus sur les dalles chaudes, et leva les yeux vers les volets fermés. Il faisait presque trop beau. Trop calme. Ils passèrent l'après-midi à défaire leurs valises, à explorer les pièces ombragées de la villa. Tout sentait la lavande, le bois ancien et la pierre humide. Une chambre à l'étage s'ouvrait sur un petit balcon donnant sur les collines. Ils décidèrent de s'y installer. En bas, une cuisine rustique les attendait, pain frais, huile d'olive, tomates, fromage. Une bouteille de vin blanc dans un seau d'eau fraîche. Un mot manuscrit les saluait sur la table. Bienvenue à la Villa dei Sospiri. Prenez le temps d'écouter les murs. Ils ont à raconter. C'est étrange, non, dit Élise, en relisant la note. Qui est ce G? Mathieu haussa les épaules. Probablement le propriétaire. Le soir descendait doucement, teintant le ciel d'ambre et de rose. Ils dînèrent sur la terrasse, en silence. Le vin était léger, les cigales s'étaient tues. Tout semblait suspendu. Mais au moment de se coucher, Élise hésita. Tu sens, dit-elle en fronçant le nez. Mathieu renifla. Humidité? Non. Quelque chose d'autre. Quelque chose comme, du vétiver, ou un parfum ancien. Il haussa les épaules. La maison est vieille. Tu sais comment sont ces pierres. Elle n'insista pas. Mais elle s'endormit tard, les yeux grands ouverts, écoutant les craquements lents de la villa autour d'eux, comme des soupirs lointains. Le lendemain matin, ils descendirent au village. Les ruelles pavées étaient presque désertes, si ce n'était quelques chats errants et un vieux prêtre assis à l'ombre d'un portail. Le clocher sonnait 10 heures. L'air sentait la menthe sauvage et le café. Sur la place principale, ils s'installèrent à la terrasse d'un petit café. Une femme en robe blanche leur servit 2 cappuccinos sans un mot, les yeux clairs et absents. Élise observait les façades décrépies avec une fascination muette. Elle prit quelques photos, presque machinalement. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait plus touché son appareil. Puis elle le vit. Un homme, la cinquantaine, costume beige en lin, cravate sombre malgré la chaleur, se tenait à l'ombre d'un porche. Il les regardait. Ou plutôt, il regardait Mathieu.
fixement, comme s'il le reconnaissait. Mathieu, absorbé dans un article de journal en italien, ne remarqua rien. Mais Élise, elle, sentit son estomac se nouer sans raison. L'homme fit un pas vers eux, puis sembla changer d'avis. Il tourna les talons et disparut dans une ruelle. « Tu connais quelqu'un ici ?» demanda-t-elle. Mathieu leva les yeux. « Non. »« Pourquoi ?»« Rien. » Elle n'osa pas lui dire. Elle ne savait même pas ce qu'elle aurait pu expliquer. Ce fut ce jour-là qu'ils les rencontrèrent. Ils revenaient d'une promenade dans les sentiers de la côte, quand ils tombèrent sur un portail entrouvert, envahi de vignes. Une voix féminine chantonnait de l'autre côté. Puis, un rire clair, suivi de pas dans les graviers. Une femme apparut. Grande, brune, la quarantaine, vêtue d'une robe rouge fluide qui laissait deviner plus qu'elle ne cachait. Ses pieds nus soulevaient à peine la poussière. Elle s'arrêta net en les voyant, comme surprise, mais pas déconcertée. « Vous êtes perdu ?» dit-elle dans un français presque parfait, avec un accent à peine perceptible. Élise répondit non, gênée. « Nous louons la villa un peu plus bas. » On explorait les environs. La femme sourit. Elle s'approcha lentement, comme un chat curieux. « Vous êtes à la villa dei Sospiri, alors ? » « J'y ai habité, autrefois. » C'est un endroit, chargé. Son sourire n'avait pas quitté ses lèvres. Elle tendit la main. « Je suis Rosa. Et vous devez venir boire quelque chose. » Julio déteste qu'on passe sans entrer. Avant qu'ils aient eu le temps de refuser, une autre silhouette se dessina dans l'ombre du jardin. Un homme, élégant, lunettes rondes, barbe taillée avec soin, les mains dans les poches d'un pantalon blanc. « Des invités, Rosa ?» dit-il avec chaleur. « Charmant. Entrez, je vous en prie. » Et déjà, ils étaient à l'intérieur. Le jardin était un labyrinthe. Des chemins en galets serpentaient entre des statues brisées, des vasques remplies d'eau stagnante, des bancs recouverts de lierre. Une odeur étrange flottait dans l'air, faite de jasmin, de cuir et d'encens. Ils s'installèrent sous une pergola. Julio versa du limoncello dans de petits verres ciselés. « Alors, que venez-vous chercher ici, à Ravello ?» demanda-t-il, en posant son regard sombre sur Mathieu. Celui-ci hésita. « Du repos. Peut-être du silence. » Julio sourit. « Ah, le silence, ici, il parle plus fort qu'ailleurs. » Rosa caressait lentement le bord de son verre. « Et vous, Élise ? Vous êtes photographe, non ?» Élise sursauta légèrement. « Oui. Comment le savez-vous ? C'est dans votre regard. Les photographes voient autrement. » Un silence s'installa, étrange et dense. Puis Julio se leva. « Vous reviendrez dîner, n'est-ce pas ? Ce serait impoli de refuser. » Élise hésita. Mais Rosa la fixait, avec une intensité douce, presque hypnotique. Mathieu répondit pour eux. Ce serait avec plaisir. En quittant le jardin, Élise jura entendre une voix chuchoter, tout près d'elle. Mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait rien. Juste une statue de marbre fendu, les bras tendus vers le vide. Le soir même, le ciel s'était chargé d'un bleu profond, presque irréel, comme si la mer en contrebas s'était élevée pour colorer l'air. La chaleur persistait, moite et dense, mêlée au parfum des citronniers et du romarin. Élise enfilait une robe légère, dos nu, qu'elle n'avait pas portée depuis des mois. En l'observant, Mathieu sentit une brèche s'ouvrir dans le silence entre eux. Elle était belle, mais surtout lointaine. Inaccessible, comme une photographie floue d'un moment passé. « Tu es magnifique, dit-il. » Elle tourna la tête, doucement. Son sourire fut rapide, presque poli. « Merci. » Ils remontèrent le sentier jusqu'au portail de la maison de Julio et Rosa. Celui-ci s'ouvrait déjà sur la pénombre parfumée du jardin. Une lanterne suspendue jetait une lumière dorée sur les feuillages, projetant des ombres mouvantes au sol, comme des mains qui glissaient. Julio les attendait sous la pergola, vêtu d'une chemise noire entr'ouverte, un verre à la main. Il sourit avec chaleur. « Vous êtes pile à l'heure. » Rosa déteste attendre. Elle apparut quelques instants plus tard, pieds nus, portant un plateau d'antipasti. Ses cheveux étaient relevés, son cou nu scintillait d'une fine chaîne dorée. Elle embrassa Élise sur les deux joues comme si elle se connaissait depuis toujours. La table était dressée sous un figuier noueux. Des chandelles, posées dans de petits verres de cristal, vacillaient doucement.
Ils dînèrent de plats simples mais délicieusement préparés, aubergines grillées, risotto aux herbes, fromages locaux. Le vin coulait sans hâte. La conversation s'étirait, fluide, comme si rien n'était important, sinon le plaisir lent des mots. Julio parlait peu, mais avec précision. Il posait des questions très personnelles sans jamais paraître indiscret. Rosa, elle, écoutait surtout. Elle fixait Élise comme une œuvre d'art à déchiffrer. À chaque réponse, elle penchait légèrement la tête, comme si elle percevait autre chose, une émotion cachée, un non-dit. À un moment, Mathieu évoqua leur vie à Paris. Les cours, les expositions, les projets. Il parlait avec enthousiasme. Élise le regardait, silencieuse, buvant lentement. Julio se tourna vers elle. « Et vous, Élise? Qu'est-ce qui vous manque de là-bas » Elle leva les yeux, surprise. Elle mit quelques secondes à répondre. « Rien, je crois. » Un silence glissa sur la table. Rosa sourit lentement. C'est parfois la meilleure réponse. Ils trinquèrent. Après le dîner, Rosa proposa une visite de la maison. Élise accepta, entraînée presque sans réfléchir. Les hommes restèrent dehors, à fumer sous les étoiles. L'intérieur était aussi étrange que fascinant. Des tapis épais, des miroirs anciens, des sculptures abstraites mêlées à des objets religieux. Tout semblait figé, comme un théâtre vidé entre deux actes. « Vous vivez ici toute l'année » demanda Élise. Rosa hocha la tête. « Presque toujours. Mais l'hiver, nous partons parfois. » Le silence devient trop fort. Elles montèrent un escalier étroit. Au premier étage, une porte entr'ouverte laissait deviner une pièce tapissée de rouge. Un vieux tourne-disque diffusait une mélodie lente, presque inaudible. Rosa entra, posa la main sur un fauteuil ancien. C'est ici que Julio lit. Ou médite. Élise n'osa pas entrer. Il y avait quelque chose d'intime, presque sacré, dans cette pièce. Elle se contenta de regarder depuis le seuil. « Et vous » demanda-t-elle. « Que faites-vous ici, dans cette maison » Rosa s'assit doucement, croisa les jambes, puis planta ses yeux dans les siens. « J'écoute. » Élise fronça les sourcils. « Vous écoutez quoi » Les souvenirs. Les voix anciennes. Les tensions dans les murs. Chaque maison a une mémoire, vous savez. La vôtre aussi, sûrement. Elle se leva lentement. D'ailleurs, votre villa, elle a connu d'étranges hôtes. Élise ouvrit la bouche, mais Rosa avait déjà tourné les talons. Elle la suivit, un frisson au creux du dos. Ils redescendirent ensemble dans le jardin. Julio et Mathieu riaient à propos d'un malentendu linguistique. Le vin les avait détendus, mais une tension flottait encore, discrète, comme une corde invisible entre les corps. Ils prirent congé peu après. Julio embrassa Élise sur la main. Rosa, elle, chuchota à son oreille. « Revenez. Il faut toujours revenir, la première fois ne compte pas. » En redescendant vers leur villa, le silence se referma autour d'eux comme un manteau humide. Élise se leva tôt. Trop tôt. Le soleil n'avait pas encore percé la brume du matin. Elle descendit pieds nus, fit couler un café, puis sortit sur la terrasse. Un carnet à la main. Elle n'écrivait presque plus depuis des mois. Mais cette nuit, elle avait rêvé de la pièce rouge, et de Rosa assise dans le fauteuil, lui parlant sans fin dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle se souvenait du rêve avec une précision anormale. Elle nota des phrases sans ordre. Des impressions. Des bribes de murmures. La maison respire. Elle attend. Il y a quelque chose dans les murs, une attente douce et patiente, comme si elle reconnaissait les corps qu'elle accueille. Elle sursauta. Mathieu était derrière elle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Elle secoua la tête. Il s'assit près d'elle. Le silence entre eux n'était plus froid, mais presque complice. Il regarda son carnet, mais ne posa pas de questions. « Tu veux qu'on aille visiter Amalfi aujourd'hui » demanda-t-il. Elle hésita. « Pas tout de suite. J'aimerais rester ici encore un peu. » Il hocha la tête, sans insister. L'après-midi, alors qu'il lisait à l'ombre, elle descendit seule vers le sentier des Oliviers. Elle voulait voir la mer d'un peu plus près. Le soleil tapait fort, les cigales hurlaient. Mais plus elle descendait, plus elle sentait une fraîcheur étrange, comme si l'air lui-même hésitait à se réchauffer.
À mi-pente, elle s'arrêta. Un banc de pierre. Abandonné. Dessus, un petit livre posé là, gonflé d'humidité. Elle le prit. C'était un recueil de poèmes italiens, couvert de notes manuscrites en marge. Elle le feuilleta distraitement et s'arrêta sur une page. Nel cas silenciose. Le ombre parlano forte. Ci resta troppo a lungo. Non torna me lo stesso. En bas de la page, une main fine avait noté en français. Il ne faut pas rester trop longtemps. Ou l'on se dissout. Elle frissonna, ferma le livre, le remit exactement à sa place. Puis elle remonta sans se retourner. Le soir, ils ne furent pas seuls à la villa. Alors qu'ils dînaient dehors, Rosa apparut soudain à la grille. Elle portait une bouteille de vin et un sourire lumineux. Je passais par là. Je vous dérange? Élise hésita, mais Mathieu l'invita d'un geste. Rosa s'installa, versa le vin elle-même. Elle parlait doucement, posant sur Élise un regard qui semblait chercher bien plus que des mots. À un moment, elle effleura sa main. Pas longtemps. Mais suffisamment pour que le geste reste. Mathieu ne dit rien. Mais plus tard, quand Rosa fut repartie, il dit simplement. Elle t'aime bien. Élise baissa les yeux. Je crois qu'elle aime ce qu'elle imagine que je suis. Le matin était tiède, enveloppé d'un voile de nuages bas. Élise s'était réveillée avec une sensation étrange, celle d'avoir dormi dans un lieu inconnu, ou d'avoir été observée. Le lit sentait encore la chaleur de leur corps, mais elle avait l'impression de revenir d'ailleurs. Mathieu dormait encore. Elle se leva sans bruit, se glissa dans une chemise et descendit au rez-de-chaussée. La lumière traversait les persiennes en ligne pâle. Le silence était plus profond qu'à l'accoutumée, comme si la villa avait cessé de respirer. Elle passa devant la porte de la buanderie, s'arrêta. Un courant d'air lui caressa les chevilles. Curieuse, elle poussa doucement la porte. L'odeur de pierre humide et de savon ancien lui parvint. Une armoire grinça sous ses doigts. Elle l'ouvrit, pensant y trouver des draps. Mais à l'arrière, derrière un rideau poussiéreux, elle sentit une aspérité. Une fissure. Elle poussa et découvrit une ouverture dans le mur. Un petit escalier en colimaçon descendait dans l'ombre. Aucune lumière n'en émanait. Mais elle sentit un souffle d'air tiède monter du fond, porteur d'une odeur familière vétiver, cire, et quelque chose de plus âcre, indéfinissable. Elle hésita. Puis alluma la lampe de poche de son téléphone, et descendit. Le couloir était étroit, les murs couverts de moisissures pâles. L'endroit semblait oublié depuis des décennies. Au bout de l'escalier, une porte en bois vermoulu. Elle poussa. Une pièce apparaissait lentement dans le faisceau de sa lumière. Petite, basse de plafond, avec une unique chaise au centre. Les murs étaient tapissés de journaux anciens, jaunis et collés les uns aux autres. Des mots italiens s'effaçaient à demi. Un miroir brisé pendait de travers. Mais ce qui l'arrêta fut ce qui était posé sur la chaise. Un carnet noir, relié en cuir, dont la tranche portait les initiales gravées à la main, EL. Élise tendit la main. Le cuir était tiède, presque vivant sous ses doigts. Elle ouvrit le carnet et faillit le lâcher. Les premières pages étaient remplies d'une écriture nette, familière. La sienne. Des mots qu'elle reconnaissait sans souvenir de les avoir jamais écrits. Des phrases entières, réflexions, pensées, descriptions de paysages, dialogues intérieurs, tout semblait venir d'elle, mais d'un elle plus ancien, ou plus lointain. Des souvenirs qu'elle ne reconnaissait pas. Je rêve de main sur ma nuque. Je rêve de cette femme que je n'ai jamais vue mais que je connais. Elle s'appelle Rosa. Il me regarde quand je dors. Je fais semblant de ne pas voir. Il faut fuir avant la fin. Mais je n'arrive pas à me lever. Élise ferma violemment le carnet. Le silence devint étouffant. Elle recula, heurta le mur, sentit sa gorge se serrer. Puis elle remonta en courant, laissant la porte entr'ouverte. Dans la cuisine, elle but un verre d'eau glacée en tremblant. Mathieu descendit peu après, encore endormi. Ça va? Elle hocha la tête. Mauvais rêve. Elle ne parla pas de la pièce. Ni du carnet. Pas encore. Ce jour-là, ils partirent finalement visiter Amalfi. Le port, les terrasses bondées, les ruelles bruyantes leur firent du bien. Ils déjeunèrent sur une place animée. Pour la première fois depuis des jours,
Élise sentit le poids se dissiper un peu. Mais une part d'elle restait en retrait. À chaque coin de rue, elle cherchait un reflet. Un visage. Un souvenir qui n'existait pas encore. Sur le chemin du retour, ils croisèrent Rosa. Vêtue de noir, un foulard noué autour de la tête, elle marchait seule sur le bord du sentier, une main dans sa poche. Elle s'arrêta en les voyant. « Le monde vous a trouvé, on dirait. » Mathieu sourit. « On s'est échappé quelques heures. » Elle fixa Élise. « Et toi? Que as-tu découvert aujourd'hui ?» Le silence d'Élise fut long. Trop long. Rien d'important. Rosa haussa un sourcil, comme si elle savait. Puis reprit sa marche, lente, féline. Ce soir-là, Élise s'enferma dans la salle de bain, prétendant vouloir prendre un bain. Elle avait le carnet avec elle. Elle le feuilleta longuement. Les pages se succédaient, de plus en plus intimes. Des souvenirs d'enfance, des peurs, des désirs. Des mentions de Julio, Rosa, de la maison elle-même. Puis, une date. Étrange. Écrite en haut d'une page. Ravello, 12 septembre 1974. Elle fronça les sourcils. Une autre page, même date. Puis une mention. Rosa a dit que nous étions déjà venus ici. Mais je ne m'en souviens pas. Pourtant, je reconnais chaque pierre. Chaque murmure. Un nom apparaissait en bas d'une page, Élise Laurence. Elle lâcha le carnet, le cœur battant. C'était son nom de jeune fille. Mais elle n'était pas née en 1974. Le lendemain matin, elle descendit directement au sous-sol. La lumière filtrait à peine. Elle reprit le carnet, s'assit sur la chaise. Une idée la hantait désormais, et si ce n'était pas une hallucination? Et si cette maison portait une mémoire plus ancienne que la sienne? Une mémoire dans laquelle son nom existait déjà? Elle recopia quelques phrases sur un nouveau carnet. Et décida de les lire à Rosa. Elle monta au jardin l'après-midi. Rosa était là, assise à l'ombre, un livre sur les genoux. Élise s'assit sans mot dire, lui tendit le carnet. « Tu peux m'expliquer » Rosa le prit, le feuilleta lentement. Un sourire triste passa sur ses lèvres. « Tu as retrouvé les traces. » « Mais comment est-ce possible ? Ce journal, c'est ma main. Mes mots. Mais il date d'avant ma naissance. » Rosa referma le carnet. Tout ce qui a été écrit ici reste. La villa se souvient. Toi, tu es revenu. Tu avais déjà été là. Sous une autre forme. Élise la fixa. Tu veux dire que j'ai vécu ici? Une autre vie? Rosa ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura. Il y a des lieux où le temps se plie. Où les âmes se croisent à travers les âges. Tu étais venu. Tu as aimé. Tu as fui. Mais la maison, elle, t'a gardé. Un long silence les enveloppa. Et toi? Tu étais là, aussi? Rosa posa sa main sur la sienne. Je ne suis jamais vraiment parti. Élise s'était éveillée à l'aube, sans bruit, laissant Mathieu dormir. Le ciel était d'un gris pâle, lavé par une pluie nocturne. Tout semblait plus net, plus silencieux encore. Elle avait l'impression de flotter dans une réalité altérée. Sur la terrasse, elle retrouvait la villa comme si elle la découvrait pour la première fois. La pierre, les volets, les tuiles brûlées de soleil, tout paraissait porteur d'une vibration sous-jacente. Un souvenir tapis dans les angles morts de la mémoire. Elle ne prit pas son carnet. Elle ne voulait plus écrire. Elle voulait comprendre. Plus tard, elle se rendit seule chez Rosa, sans prévenir. Le portail était ouvert. Le jardin baignait dans un calme épais, comme si le monde s'était arrêté. Rosa était là, assise au pied du figuier, les yeux clos. Elle n'eut pas besoin de parler. Elle ouvrit seulement les bras, et Élise s'y laissa aller. Leurs corps se reconnurent sans hésitation. La chaleur de l'autre, le parfum de sa peau, c'était une mémoire, pas un désir. Elles restèrent ainsi longtemps. Puis Élise murmura. « Dis-moi tout. » Rosa prit une inspiration lente. « Tu étais venu en 1974. Tu avais 26 ans. Tu voyageais seul. Tu écrivais des lettres que tu ne postais jamais. Tu restais dans cette même villa. Un été d'errance. » Élise ferma les yeux.
Les images affluaient maintenant, des fragments, des impressions, une robe blanche, une valise ancienne, des bougies allumées trop tôt, une chanson italienne sur vinyle. Tout cela lui appartenait, et pourtant ne lui appartenait pas. Rosa poursuivit. On s'est rencontrés un matin, sur la route d'Amalfi. Tu m'as demandé ton chemin, mais tu n'avais pas l'intention de le suivre. Tu cherchais autre chose. Une faille dans le monde. Et ensuite? Tu es revenu, chaque jour. Tu écrivais, tu parlais, tu restais tard. Puis, tu as voulu partir. Tu avais peur. Tu disais que la maison te retenait. Que les murs te regardaient. Élise tremblait. Et je suis parti? Rosa secoua la tête. Tu as disparu. Un matin, on a trouvé la porte ouverte. La villa vide. Pas un mot. Ni trace. Élise se leva. Sa voix était blanche. Et tu crois que je suis, la même? Rosa haussa les épaules. Ou une boucle. Un retour. Peu importe. Tu es là. Le soir, Élise ne dit rien à Mathieu. Il cuisina des pâtes, ouvrit une bouteille. Ils mangèrent sous le porche, en silence. Il la regardait plus souvent qu'avant. Elle semblait ailleurs, flottante. Il finit par poser sa fourchette. Tu ne m'aimes plus. Elle sursauta. Le ton n'était pas amer, juste fatigué. Elle le regarda. Hésita. Puis dit doucement. Ce n'est pas ça. C'est que, je ne sais plus qui je suis ici. Il hocha la tête. Je te vois glisser, Élise. Comme si tu devenais quelqu'un d'autre. Et moi, je ne sais pas si je dois te retenir, ou te suivre. Elle prit sa main. Peut-être que ce n'est ni l'un ni l'autre. Peut-être que je suis en train de me retrouver. Cette nuit-là, elle rêva. Ou crut rêver. Elle était dans la pièce rouge. Le fauteuil tournait vers la fenêtre. Dehors, la mer brillait comme un miroir. Elle tenait le carnet noir entre ses mains. Mais quand elle l'ouvrait, les pages étaient blanches. Puis peu à peu, elle se couvrait d'encre, mais pas d'écriture. Des dessins. Des formes. Un visage. Le sien. Puis celui de Rosa. La voix de Rosa s'élevait, douce. Nous avons été une fois. Et nous sommes encore. Élise se réveilla en sursaut. La lune inondait la chambre. À côté d'elle, Mathieu dormait. Elle posa une main sur son ventre. Elle ne se sentait pas seule. Une idée l'obsédait désormais, retrouver toutes les traces. Toutes les preuves de ce qu'elle ne comprenait pas encore. Elle retourna dans la pièce au sous-sol, cette fois avec une lampe, un carnet, et de quoi photographier. Elle examina les murs. Chaque journal collé était daté. Tous de l'année 1974. Certains entouraient des articles sur des disparitions mystérieuses. Elle reconnut son prénom mentionné dans une coupure en italien. Scomparsa una giovane turista française. L'ultima volta vista a Ravello. Disparue. Jeune touriste française. Elle photographia l'article. Puis la pièce, chaque angle. Elle ouvrit à nouveau le carnet noir, lut à voix haute. Je sais qu'il me faudra choisir. Rester, ou disparaître vraiment. Peut-être que cette maison est un passage. Peut-être qu'elle m'attendait. En sortant, elle trouva Mathieu dans le salon, assis, pensif. Je peux te parler? Elle s'assit près de lui. Il tendit une photo. Elle montrait une femme, de dos, sur la terrasse. Une robe blanche, un chignon flou. La photo semblait ancienne. Elle était dans le tiroir du buffet. C'est toi? Élise sentit le sol vaciller. Je ne sais pas. Ils restèrent là longtemps. Puis elle lui raconta tout. La cave. Le carnet. Rosa. La disparition. Le nom. Les souvenirs. Il l'écouta sans l'interrompre. À la fin, il prit sa main. Tu n'es pas folle. Pas pour moi. Je ne comprends pas. Mais je te crois. Rosa ne répondit pas ce jour-là. Elle avait quitté la maison, selon Julio. Partie à Naples pour 2 jours. Élise se sentit vide. Suspendue. La villa lui semblait soudain plus présente, plus exigeante.
Les ombres changeaient plus vite. Les miroirs vibraient d'un souffle invisible. Elle s'enferma dans la chambre. Alluma toutes les bougies. Mit un disque sur le vieux tourne-disque trouvé dans le salon. Une mélodie italienne, douce et triste. Elle se déshabilla. Lentement. S'allongea sur le lit. Ferma les yeux. Des images défilaient, Rosa, le carnet, la chaise, la mer, les journaux, le miroir brisé, ses propres yeux dans une autre époque. Puis une certitude la traversa comme une lame. Elle n'était jamais vraiment partie. Le matin fut flou, comme traversé par un rêve épais. Mathieu avait proposé une promenade jusqu'au belvédère de la Villa Saint-Bronne, espérant retrouver quelque chose de simple, d'humain. Élise avait accepté, mais sans enthousiasme. Ils marchèrent longtemps en silence. Les cyprès noirs découpaient le ciel en dentelle sombre. L'air portait une odeur d'herbe sèche et de pierre chaude. Les visiteurs étaient rares. L'endroit semblait en pause. Quand ils atteignirent la balustrade de marbre, elle s'y appuya, fixant la mer. Elle pensa, et si je sautais? Pas comme un geste de désespoir. Plutôt comme une façon de rentrer. Mathieu, derrière elle, dit doucement. Tu crois que tu vas rester ici, après? Elle tourna la tête. Ici? En Italie? Il hocha la tête. Mais elle comprit qu'il ne parlait pas seulement du pays. Elle hésita. Puis. Je ne sais pas encore laquelle de moi doit partir. Dans l'après-midi, Élise retourna seule à la villa. Elle sentait que quelque chose approchait. Une résolution, peut-être. Ou une chute. Elle descendit au sous-sol, cette fois avec l'intention de rester longtemps. La pièce semblait plus vaste. Comme si elle s'était ouverte depuis son dernier passage. Les journaux sur les murs avaient jauni davantage. Mais une section attirait désormais son attention, une fresque grattée dans le plâtre, sous les papiers arrachés. Une silhouette. Deux femmes. Peintes au fusain, les bras tendus vers un vide. Elle la fixa longtemps. Elle s'assit sur la chaise. Ferma les yeux. Puis elle parla à haute voix. Si je suis revenu, c'est que je n'ai pas terminé. Une phrase résonna en elle. Elle n'en connaissait pas l'origine, mais elle l'a dit. Le passé réclame toujours ce qu'il a perdu. Le soir, Rosa réapparut. Elle l'attendait sur la terrasse, dans la lumière déclinante. Elle portait une robe noire simple, pieds nus, le visage calme. Il est temps, dit-elle simplement. Élise s'assit en face d'elle. Rosa sortit de sa poche un objet enveloppé dans un tissu ancien. Elle le déplia lentement, une clé, rouillée, sculptée d'un motif floral. C'est la clé de la pièce du haut. Celle dont la porte est clouée. Tu dois l'ouvrir. Élise la regarda, stupéfaite. Je croyais qu'il n'y avait que la cave. Il y a une pièce sous la toiture. Fermée depuis des années. C'est là que tu as disparu. Plus tard, après que Rosa fut repartie, Élise monta l'escalier en colimaçon jusqu'au dernier palier. Un volet grinçait dans le vent. Au fond du couloir, une porte couverte de toiles d'araignée. Une planche clouée en travers. Elle la retira doucement. La clé tourna dans la serrure avec un bruit profond, organique. La pièce était dans le noir. Une chaleur stagnante s'en échappait, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis un siècle. Elle alluma la lampe de son téléphone. Et le souffle lui manqua. C'était une chambre. Ou ce qu'il en restait. Un lit ancien, avec un couvre-lit brodé. Une coiffeuse, recouverte de poussière. Un vase vide. Une robe pendue au mur. Sa robe. Celle de la photo. Blanche, fluide, marquée à la taille. Sur le lit, un objet, une boîte à lettres. Élise s'en approcha lentement. L'ouvrit. À l'intérieur, des lettres. Jaunies, pliées. Toutes signées du même prénom, Élise. Mais ce n'était pas son écriture. Ou pas tout à fait. C'était comme une version tremblée, ancienne, imparfaite. Les lettres étaient adressées à une inconnue. Elle en ouvrit une. Rosa. Je ne sais plus comment me détacher. Tout me retient ici. La lumière. La pierre. Toi. J'ai peur de redevenir quelqu'un d'autre. Si je pars, est-ce que tu me reconnaîtras encore? Et elle lut chaque lettre,
une à une. Toutes parlaient d'un amour naissant, puis d'une crainte croissante. La peur de s'effacer. La sensation que le monde se tordait. Puis, une dernière. Je sens que la maison m'appelle. Comme une mère. Comme une amante. Si je reste, je ne serai plus moi. Si je pars, je ne serai plus entière. Peut-être qu'il faut choisir. Peut-être que je n'en ai pas la force. Minuit. Elle descendit au jardin. Rosa l'attendait. Cette fois, elle ne dit rien. Elle lui prit la main. Elles marchèrent vers l'orée de la propriété, là où les pins forment une voûte au-dessus du sentier. Rosa s'arrêta. Si tu passes, tu oublieras. Ce que tu as vu. Ce que tu as été. Tu recommenceras. Élise sentit la panique l'envahir. Et si je reste? Rosa la regarda. Alors tu resteras. Pas seulement toi. Mais celle qui t'a précédé. Vous ne ferez plus qu'une. Un silence lourd les entoura. Tu peux aussi retourner à ta vie. Reprendre l'avion. Revenir à Paris. Élise ferma les yeux. Elle voyait Mathieu. Leur appartement. Leur histoire à deux. Mais floue. Comme si elle était déjà loin. Elle ouvrit les yeux. Je suis déjà resté, n'est-ce pas? Il y a 50 ans. Rosa hocha la tête. Et aujourd'hui, tu es prête à t'en souvenir. Le soleil ne s'était pas encore levé. La villa baignait dans une pénombre froide et bleue. Élise, pieds nus, traversa le couloir jusqu'à la chambre du dernier étage. Elle n'avait pas dormi. Dans ses mains, elle tenait les lettres. Le carnet noir. Et la clé, qu'elle ne voulait plus rendre. La pièce sentait la cire, la poussière et un parfum ancien qu'elle n'avait jamais porté mais qu'elle connaissait. Elle posa les objets sur la coiffeuse et se contempla dans le miroir terni. L'image renvoyée était floue, comme traversée d'une buée invisible. Mais elle vit autre chose, un détail qui la glaça, sur la nuque de son reflet, une tache de naissance. Elle porta instinctivement sa main à sa propre peau. Il n'y avait rien. Elle recula. Son reflet ne bougea pas immédiatement. Puis il sourit. Dans la matinée, Mathieu partit faire quelques courses au village. Il l'embrassa sur le front. Elle sentit dans ce geste une inquiétude muette, comme un adieu. Dès qu'il disparut derrière le portail, Élise sortit la robe blanche du placard. Elle l'enfila lentement. Elle lui allait parfaitement. Comme si elle l'attendait. Elle redescendit au jardin. Les cigales s'étaient tues. Même les oiseaux semblaient absents. Elle s'assit sous le cyprès et ouvrit le carnet. Page après page, les mots s'étaient multipliés. Sa propre écriture, mais aussi celle de l'autre, la précédente Élise. Les lignes se répondaient. Parfois même se superposaient. C'était un dialogue dans le temps. J'ai marché jusqu'au bord. J'ai vu mon ombre s'étirer sur la mer. Je n'ai pas sauté. Je suis resté. Et toi, que feras-tu? Mathieu revint au coucher du soleil. Le ciel était rouge, étouffé. Il trouva la maison vide. La table du jardin dressée, deux verres. Un bouquet de figuiers frais. Il l'appela. Pas de réponse. Il monta. Le lit était fait. Le carnet disparut. Sur la coiffeuse, un mot. Astérisque, tu ne peux pas me suivre là où je vais. Mais ne m'attends pas non plus. Ce que je cherche est à l'intérieur. Peut-être qu'un jour, nous nous reconnaîtrons autrement. Et, astérisque. Il lut plusieurs fois. Puis s'assit, incapable de pleurer. Pendant ce temps, Élise marchait. Le sentier bordé de pins descendait vers une crique que peu connaissaient. Une plage de galets noirs, cachée sous les falaises. C'était laquelle avait fui, en 1974. C'était laquelle avait compris. Rosa l'attendait. Elle portait une robe bleue, ample, un châle sur les épaules. Elle semblait ne pas avoir changé. Ou ne pas appartenir à cette époque. Élise s'arrêta à quelques pas. Je suis prête. Rosa hocha la tête. Elle prit sa main. L'attira vers le rivage. L'eau était calme. Une brume s'élevait lentement au-dessus des flots. Tout semblait irréel. Suspendu. Rosa chuchota. Ce n'est pas la mort. C'est un passage.
Ce que tu laisses, ce n'est pas une vie, c'est une version. Ce que tu retrouves, c'est ce qui a été effacé. Élise entra dans l'eau. Elle ne ressentit ni froid ni peur. Chaque pas allégeait quelque chose. Des souvenirs affluaient, mais plus clairs maintenant, une conversation sous les glycines, une lettre brûlée, un rire dans la cuisine. Des jours entiers dans cette maison, à écrire, à attendre que le monde fléchisse. Elle regarda Rosa. Et après? Rosa tendit les bras. L'enlaça. Murmura contre son oreille. Après, tu es. Mathieu attendit l'aube, espérant un signe. Quand il descendit dans le jardin, il trouva quelque chose sur la table en pierre, une photo. Noir et blanc. 2 femmes sur un banc, en 1974. Une blonde. Une brune. Enlacée. Au dos, un mot griffonné. Tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais possédé. Il leva les yeux. La villa brillait dans la lumière dorée. Mais quelque chose avait changé. Un rideau flottait à une fenêtre du dernier étage, celle qui était murée depuis des années. Pendant ce temps, ailleurs. Élise, ou celle qu'elle était devenue, écrivait. Dans un autre carnet. Dans une chambre différente, mais semblable. La même lumière. Elle ne se souvenait plus de Paris, ni de Mathieu. Mais elle se souvenait d'une main. D'un regard. D'une chambre rouge. D'un été qu'on croyait perdu. Et surtout, elle se souvenait d'avoir choisi. Rosa entra, silencieuse. Elle sourit. Déposa une tasse de café chaud sur le rebord de la fenêtre. Élise leva les yeux. J'ai rêvé d'une vie avec lui. Rosa s'assit à côté d'elle. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Mais tu l'as vécu. Un silence tendre les enveloppa. Puis Rosa dit. Écris. Avant que ça s'efface. La lumière de Ravelo ce matin-là était douce, enveloppante, comme si le temps avait décidé de s'adoucir. Élise s'était réveillée dans la chambre du dernier étage, entourée de carnets ouverts, d'encre fraîche, et de fragments de souvenirs encore chauds. Elle avait passé la nuit à écrire. Non pas sur ce qu'elle avait perdu, mais sur ce qu'elle avait trouvé, une vérité nue, fragile et ardente. Parfois, les mots ne suffisent pas. Parfois, c'est le silence qui raconte tout. Elle posa sa plume et regarda par la fenêtre. En bas, le jardin se parait d'or et de vert, des ombres dansaient sous les pins. Elle ne savait plus exactement depuis combien de temps elle était là. Une éternité, ou seulement un instant. Mathieu, lui, n'avait pas quitté la villa. Il errait dans les pièces comme un spectateur muet. Il ne comprenait pas encore ce qui s'était brisé, ce qui s'était envolé. Dans le salon, il trouva un carnet noir, posé sur la table basse. Sur la première page, une phrase. Ne cherche pas à me retrouver. Je ne suis plus la même. Un frisson le parcourut. Il referma le carnet, le serra contre sa poitrine, puis le reposa doucement. Il s'assit, le regard perdu, essayant d'apprivoiser cette absence. Dans la chambre du dernier étage, Élise continuait à écrire, à tracer les contours de ce qu'elle était devenue. Les mots jaillissaient avec une urgence douce, comme pour conjurer l'oubli. Elle avait compris que cette maison n'était pas seulement un lieu, mais un miroir. Un espace où le passé et le présent s'entremêlaient pour recomposer l'identité. Elle voulait écrire pour ne pas disparaître. Une lettre arriva, glissée sous la porte d'entrée. Mathieu la trouva en revenant du village. L'enveloppe était jaunie, sans adresse, simplement scellée d'un cachet rouge. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule phrase, écrite d'une main qu'il reconnut immédiatement. Je ne t'ai jamais quitté. Je suis dans chaque silence que tu écoutes. Dans chaque ombre que tu traverses. Il sentit les larmes monter. Il posa la lettre sur la table, et, pour la première fois, accepta le mystère. Ce soir-là, dans la villa, Élise alluma toutes les bougies. La pièce rouge semblait vibrer d'une présence invisible. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis murmura. Je suis là. Un souffle léger répondit, comme un accord silencieux. Le vent s'était levé, apportant avec lui l'odeur salée de la mer mêlée aux senteurs boisées des pins. Élise marchait lentement dans les allées du jardin, le carnet noir serré contre sa poitrine. Chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent, comme un écho d'un autre temps. Elle s'arrêta devant la vieille fontaine, l'eau claire scintillant sous la lumière déclinante.
Là, elle se souvint d'une journée d'été, d'un rire suspendu, d'une promesse murmurée au creux de l'ombre. Mathieu, dans le salon, contemplait la photo qu'il avait trouvée la veille. Les deux femmes, enlacées sur ce banc, semblaient à la fois si proches et si lointaines. Il chercha dans son cœur une réponse, un signe, mais ne trouva que le silence. Pourtant, il savait qu'Élise n'était pas partie sans laisser une trace. Une part d'elle vivait encore dans cette maison, dans cet air chargé de souvenirs. Dans la chambre du dernier étage, Élise ouvrit un nouveau carnet. Elle commença à écrire une lettre qu'elle ne destinait à personne, mais qui avait besoin d'être dite. À toi, qui me lis peut-être un jour, sache que la vie est une danse fragile entre ce que l'on retient et ce que l'on laisse partir. J'ai appris à aimer les silences, à écouter les ombres, à sentir la lumière au creux de la nuit. Le soir venu, la villa s'enveloppa d'une douce mélancolie. Élise s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles émerger une à une dans le ciel noir. Elle pensa à Mathieu, à leur histoire, à ce lien qui, malgré tout, ne se rompait pas totalement. Elle murmura. Peut-être que l'amour est aussi fait de séparation. La villa semblait suspendue hors du temps, ses murs chargés d'histoires que le vent seul osait murmurer. Élise s'éveilla avec une sensation nouvelle, comme si quelque chose au fond d'elle venait enfin de s'apaiser. Elle se leva doucement, traversa les pièces désertes, et s'arrêta devant la fenêtre du salon. En bas, Mathieu travaillait dans le jardin, son visage crispé par la fatigue et l'inquiétude. Sans un bruit, elle descendit l'escalier et sortit. La fraîcheur du matin caressa sa peau, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une légèreté, une ouverture. Mathieu releva la tête en l'apercevant. Un mélange d'espoir et de douleur traversa son regard. Ils s'approchèrent l'un de l'autre, sans un mot. La distance semblait immense, mais pourtant, il y avait là une sorte de paix fragile. Ils s'assirent sur un banc, près du vieux figuier, et partagèrent un silence qui en disait plus que des paroles. Plus tard, Élise ouvrit le carnet noir et y écrivit. Parfois, le plus grand courage est d'accepter que certaines choses ne reviennent jamais comme avant. Mais cela ne signifie pas qu'elles disparaissent. Elles vivent ailleurs, dans un autre souffle, un autre regard. Le soir, la villa s'illumina doucement, et dans le jardin, des lampions suspendus dansaient au gré du vent léger. Élise et Mathieu partagèrent un repas simple, chargé de souvenirs et de promesses incertaines. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, ils étaient là, ensemble, dans la douceur fragile du foyer. Le matin s'infiltra doucement dans la chambre du dernier étage, caressant les pages ouvertes du carnet noir. Élise se réveilla avec une clarté nouvelle, comme si les ombres des jours précédents s'étaient enfin dissipées. Elle s'étira lentement, puis se dirigea vers la fenêtre. En bas, Mathieu était déjà au travail, son visage marqué par une fatigue apaisée. Un silence doux enveloppait la villa, comme une promesse muette. Dans le jardin, Mathieu regarda Élise apparaître sur la terrasse. Un sourire sincère illumina son visage fatigué. Ils partagèrent un regard chargé de souvenirs, de regrets, mais aussi d'une tendresse retrouvée. « Tu restes ?» demanda-t-il enfin, la voix un peu tremblante. Élise hocha la tête, sans mot. Plus tard, assis côte à côte sous le figuier, ils parlèrent doucement, sans précipitation. Élise raconta les fragments de son voyage intérieur, la rencontre avec Rosa, les lettres, les souvenirs dérobés puis retrouvés. Mathieu écouta, sentant peu à peu le poids de l'absence se transformer en une présence douce, fragile mais réelle. Le soir, la villa s'illumina des lumières des lampions, qui dansaient au rythme d'une brise légère. Ils dînèrent ensemble sous les étoiles, leurs mains parfois se frôlant, leurs regards cherchant des réponses dans le silence partagé. La douceur du foyer ne résidait pas seulement dans la maison, mais dans ce lien fragile qu'ils reconstruisaient, morceau par morceau. La lumière matinale filtrait à travers les voilages, dessinant des ombres dansantes sur le parquet ancien. Élise s'était réveillée tôt, le cœur un peu plus léger. Elle s'attarda devant la fenêtre, regardant le village en contrebas s'éveiller lentement. Les cloches de l'église tintaient au loin, apportant une mélodie familière. Mathieu, dans la cuisine, préparait le café en silence. Chaque geste semblait empreint d'une attention nouvelle, comme une prière silencieuse. Quand Élise descendit, il lui tendit une tasse. Ils échangèrent un sourire, simple et vrai. Au fil de la journée, ils explorèrent ensemble les souvenirs éparpillés dans la maison. Élise montra à Mathieu le carnet noir, les lettres, les photos. Ils rirent doucement devant des anecdotes oubliées, pleurèrent en évoquant des instants douloureux. Mais surtout,
ils trouvèrent dans ces fragments une force inattendue. Le soir venu, dans la chambre du dernier étage, Élise écrivit encore. Ces mots étaient devenus une caresse, un chant silencieux à la mémoire du foyer. Elle relut les pages, puis posa la plume. Un sentiment de paix l'envahit. Le vent léger qui caressait les rideaux semblait emporter avec lui les derniers doutes. Élise s'était levée tôt, comme depuis plusieurs jours, mais ce matin, elle ressentait une étrange sérénité. Elle se surprenait à ne plus redouter le silence, mais à l'écouter. Elle passa longuement devant la fenêtre, regardant les rayons du soleil filtrer à travers les branches du vieux figuier. Les ombres dansaient, mouvantes, parfois indistinctes, comme des échos d'une autre vie. Sur la table, le carnet noir l'attendait, ouvert à la page où elle avait inscrit la phrase. Parfois, le plus grand courage est d'accepter que certaines choses ne reviennent jamais comme avant. Elle ferma les yeux, se souvenant de cette pensée, la laissant s'imprégner en elle. Mathieu, en bas, travaillait au jardin. Depuis qu'Élise avait décidé de rester, il avait changé lui aussi. La tension dans ses épaules s'était atténuée, remplacée par une douceur nouvelle. Il regardait la maison comme un sanctuaire fragile, un lieu où chaque pierre, chaque poutre racontait une histoire. Il se surprenait à attendre le soir avec impatience, le moment où il pourrait partager un repas, une conversation, un silence. Plus tard, au petit déjeuner, ils s'assirent côte à côte, sans se presser. La lumière caressait la pièce, dévoilant les imperfections charmantes des murs et des meubles anciens. Élise observa Mathieu en train de couper son pain, ses gestes précis et calmes. Elle se demanda s'ils mesuraient la chance qu'ils avaient de pouvoir réinventer leur histoire, malgré les blessures et les absences. Elle prit sa main, un contact léger qui réchauffa leur silence. Dans la matinée, ils décidèrent de parcourir ensemble les archives de la maison. Mathieu ouvrit un vieux coffre en bois, poussiéreux, contenant des photos, des lettres, des journaux. Ils plongèrent dans ses souvenirs partagés, riant parfois, émouvant d'autres fois. Parmi les papiers, Élise trouva une photo ancienne, jaunie par le temps, une famille souriante dans le jardin, devant la maison. Elle reconnut une femme, peut-être sa mère, et un homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle montra la photo à Mathieu, qui haussa les épaules, intrigué. « Je ne savais pas que la maison avait été habitée avant nous, » dit-il doucement. Élise répondit avec un sourire triste. « Chaque maison porte plusieurs vies en elle. C'est pour ça qu'on ne peut jamais vraiment partir. » À midi, ils préparèrent un repas simple dans la cuisine. La conversation était douce, ponctuée de silences confortables. Ils évoquèrent leur rencontre, leurs rêves d'autrefois, et les chemins qui les avaient menés là, dans ce foyer chargé d'histoire. Mathieu parla de ses propres doutes, de ses peurs, de sa volonté de reconstruire. Élise écouta, touchée par sa sincérité. Elle comprit que leur réconciliation ne serait jamais parfaite, mais qu'elle était possible. Dans l'après-midi, ils décidèrent de faire une promenade dans les collines alentours. Le sentier serpentait entre les oliviers et les cyprès, offrant des vues spectaculaires sur la mer. La marche était lente, presque méditative. Élise sentait chaque pas lui redonner un peu plus de vie. Mathieu marchait à ses côtés, parfois prenant sa main dans la sienne, parfois silencieux, mais toujours présent. Ils parlèrent de l'avenir, sans certitude, mais avec une envie sincère de partager ce qu'il restait à vivre. Au retour, la lumière dorée du soleil couchant baignait la villa. Ils s'installèrent dans le jardin, près de la fontaine. Élise sortit le carnet noir et se mit à écrire. Les mots coulaient doucement, comme une caresse, un chant d'espoir. Elle écrivait sur l'acceptation, sur la douceur de se laisser porter par le temps, sur la beauté des cicatrices invisibles. Mathieu la regardait, fasciné par cette femme qu'il découvrait à nouveau, à la fois fragile et forte, perdue et trouvée. La soirée s'installa lentement. Le ciel étoilé se déployait au-dessus d'eux, vaste et infini. Ils dînèrent sous les lampions suspendus dans les arbres, la lumière douce et tremblante créant une atmosphère presque magique. Élise, pleine de courage, brisa le silence. « Tu sais, je crois que ce foyer, c'est plus qu'une maison. C'est un lieu où les souvenirs se mêlent, où le passé et le présent s'entrelacent. » Mathieu hocha la tête. « Oui. Et c'est ici que nous pouvons écrire la suite, même si c'est incertain. » Ils levèrent leurs verres, trinquant à cette promesse fragile. Au fil des jours suivants, Élise poursuivit son écriture avec une régularité nouvelle. Chaque matin, elle s'asseyait près de la fenêtre, écoutait le chant des cigales et la musique lointaine de la mer, puis laissait ses mots s'écouler. Les carnets noirs et blancs s'accumulaient,
témoin d'un voyage intérieur intense. Mathieu, quant à lui, s'efforçait de restaurer la maison, remettant en état les pièces oubliées, donnant vie aux murs qui semblaient s'éteindre. Un après-midi, alors qu'Élise écrivait sous le figuier, elle sentit une présence à ses côtés. Elle leva les yeux et vit Mathieu, portant une vieille photo encadrée. « Regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier », dit-il en lui tendant le cadre. Sur la photo, on voyait deux enfants jouant dans le jardin, un garçon et une fille. Élise sentit une émotion profonde l'envahir. « C'est nous, quand nous étions enfants », murmura-t-elle, incrédule. Mathieu sourit, les yeux brillants. Le temps n'efface pas tout. Le soir, ils installèrent la photo au-dessus de la cheminée, symbole de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils pouvaient redevenir. La maison semblait respirer autour d'eux, pleine de vie, d'histoire et d'espoir. Le soleil brillait haut dans le ciel azur, projetant des ombres découpées par les feuilles des oliviers. Élise se réveilla avec un souvenir ancien, précis, elle avait 10 ans, courant pieds nus dans le jardin sous le regard protecteur de sa mère. Elle se leva, le cœur lourd et léger à la fois, sentant ce pont invisible qui la reliait à cette enfant insouciante. Mathieu la trouva dans le salon, un album photo à la main. Il avait passé la matinée à rassembler des clichés d'épars, des fragments du passé qui, mis côte à côte, racontaient une histoire. Ils s'assirent ensemble, parcourant les images. Sur certaines, Élise reconnut des lieux oubliés, des visages disparus, des moments volés au temps. Un mélange de mélancolie et de tendresse flottait dans la pièce. Au fil des heures, les souvenirs affluèrent, parfois doux, parfois douloureux. Il parlait peu, laissant la mémoire tisser sa toile, reliant les époques, effaçant les distances. Élise sentait la présence de sa mère plus près qu'elle ne l'avait jamais ressentie, dans le bruissement des feuilles, dans la lumière changeante de la maison. Dans l'après-midi, ils descendirent vers le village. Élise voulait retrouver certains lieux de son enfance, marcher sur les sentiers qu'elle avait foulés des années auparavant. Mathieu la suivait, attentif, conscient que ce voyage était essentiel. Le village semblait figé dans le temps, avec ses ruelles pavées, ses murs ocre et ses volets colorés. Ils croisèrent des visages familiers, des souvenirs incarnés. Élise s'arrêta devant une petite place où elle avait joué, un sourire nostalgique aux lèvres. En fin de journée, de retour à la villa, ils préparèrent un dîner simple. La conversation fut légère, parsemée de rires et de confidences. Ils parlaient de l'enfance, des rêves enfouis, des blessures guéries. La nuit, Élise écrivit encore dans son carnet, ces mots mêlant passé et présent, mémoire et espoir. Elle comprenait que le foyer n'était pas seulement un lieu, mais un état d'être, une invitation à réconcilier les fragments dispersés. L'aube s'étirait paresseusement sur Ravello, baignant la villa dans une lumière douce et dorée. Élise ouvrit les yeux avec une sensation étrange de légèreté, comme si une part d'elle-même s'était enfin apaisée. Elle prit le carnet noir posé sur la table de chevet et relut les dernières pages. Les mots avaient une résonance particulière, une vibration nouvelle. Mathieu descendit silencieusement l'escalier, une tasse de café fumante à la main. Il la trouva déjà assise près de la fenêtre, regardant le jardin réveillé. « Bonjour », murmura-t-il en déposant la tasse. Élise lui sourit, le cœur empli d'une tendresse fragile. Dans le jardin, ils passèrent la matinée à trier des lettres anciennes, envoyées entre des membres de la famille qu'Élise connaissait à peine. Chaque message portait en lui un fragment d'histoire, une émotion suspendue dans le temps. Les lettres racontaient des secrets, des joies et des peines, des départs et des retours. Élise s'émerveillait devant la richesse de ces témoignages, la manière dont les mots défiaient l'oubli. Dans l'après-midi, ils entreprirent de nettoyer la vieille bibliothèque, découvrant des livres jaunis et des carnets oubliés. Mathieu ouvrit un carnet et lut à voix haute des extraits, révélant la voix d'une ancêtre pleine de sagesse et de mélancolie. La lumière déclinante enveloppait la villa d'une douceur particulière. Ils s'installèrent près de la cheminée, partageant un moment de calme et de complicité. Élise se sentit envahie par une émotion profonde. Elle comprenait que ce foyer, ce lieu chargé d'histoire, était aussi un refuge pour les âmes blessées. La soirée fut silencieuse, ponctuée uniquement par le crépitement du feu et le souffle du vent. Le soleil filtrait à travers les volets entr'ouverts, dessinant des traits dorés sur le parquet. Élise ouvrit les yeux, un peu fatiguée mais sereine. Chaque jour passé dans la villa l'enracinait davantage. Elle s'étira, puis se dirigea vers la cuisine où Mathieu préparait déjà le petit déjeuner. Leur routine était devenue une douce mélodie, faite de gestes partagés et de regards échangés. Après le repas, ils continuèrent à explorer la maison,
ouvrant des tiroirs, soulevant des tapis, découvrant des souvenirs enfouis. Parmi eux, un vieux journal intime attira leur attention. Élise s'assit, feuilletant les pages avec soin. Les mots, écrits d'une écriture fine et hésitante, dévoilaient les pensées d'une jeune femme confrontée à ses propres douleurs. Les passages lui parlaient de perte, de silence pesant, mais aussi d'espoir tenace. Élise sentit une connexion profonde avec cette voix du passé. Mathieu, à ses côtés, semblait lui aussi touché. Dans l'après-midi, une tempête légère s'abattit sur le village. La pluie tambourinait contre les fenêtres, créant une atmosphère intime. Ils restèrent blottis ensemble dans le salon, partageant des confidences et des rêves. Le soir venu, la maison s'éclaira d'une lumière douce. Élise écrivit encore, tentant de capturer cette fragile alliance entre ombre et lumière. Elle comprenait que la douleur et la beauté pouvaient coexister, que c'était peut-être là la clé de la douceur du foyer. La maison semblait respirer avec eux, chaque pièce emplie de cette lumière douce qui naissait après la tempête. Élise ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'air frais, celui qui portait avec lui les parfums des champs et de la mer proche. Mathieu était déjà dans le jardin, s'occupant des plantes qui avaient souffert de la pluie. Il sourit en voyant Élise apparaître sur la terrasse, un livre à la main. Ils s'installèrent ensemble, elle lisant à voix haute quelques passages tandis que lui écoutait, la regardant avec tendresse. Plus tard, ils reprirent le travail sur la maison, repeignant un mur du salon. La poussière dansait dans la lumière, et leur rire s'échappait libre. La soirée arriva, douce et calme. Autour de la table, ils partagèrent un repas simple, fait de saveurs méditerranéennes. Élise se sentait légère, le poids des jours sombres s'était dissipé, remplacé par une douce confiance. Le matin s'étira avec douceur, les premières lueurs caressant les murs patinés. Élise se leva, inspirée par ce calme retrouvé. Elle prit son carnet et se dirigea vers le jardin où Mathieu soignait les roses. Ils partagèrent un moment suspendu, parlant peu mais se comprenant parfaitement. Les silences entre eux n'étaient plus lourds, mais pleins de promesses. Au fil de la journée, ils s'attelèrent à remettre en ordre le salon, enlevant la poussière, arrangeant les meubles avec soin. Le soir venu, la maison vibrait d'une énergie nouvelle. Le foyer n'était plus seulement un lieu, mais un état d'esprit. Élise écrivit encore, mêlant souvenir et espoir, réalisant que le passé ne serait jamais effacé, mais pouvait devenir une source de force. Le matin s'éveillait doucement sur Ravello, enveloppant la villa d'un halo de lumière dorée. Élise se leva tôt, le carnet à la main, prête à accueillir cette nouvelle journée. Mathieu, déjà actif dans le jardin, l'accueillit avec un sourire, un peu plus assuré, comme si la maison elle-même leur offrait une seconde chance. Ils partagèrent un petit déjeuner simple, écoutant les sons du village qui reprenaient vie autour d'eux. Durant la journée, ils continuèrent à restaurer la maison, redonnant vie aux poutres anciennes et aux murs effrités. Chaque geste était une déclaration silencieuse d'amour et d'espoir. Le soir, autour d'un feu dans le jardin, ils échangèrent des souvenirs, des rêves, des projets. Élise sentit un apaisement profond, comme si les douleurs d'hier laissaient place à une lumière nouvelle. La lumière du matin baignait la terrasse où Élise et Mathieu prenaient leur café. Le parfum des fleurs sauvages se mêlait à celui du pain chaud. Ils parlaient doucement, sans hâte, savourant cet instant de calme retrouvé. Dans la matinée, ils se rendirent au village pour acheter des plantes pour le jardin. Élise choisit des herbes aromatiques, des lavandes, des fleurs aux couleurs vives. Mathieu, quant à lui, préférait les arbres fruitiers. Leur complicité grandissait, chaque geste semblait tisser un fil invisible entre eux, fragile mais solide. De retour à la villa, ils plantèrent ensemble, leurs mains mêlées à la terre nourricière. Le jardin prenait vie sous leurs doigts, comme une métaphore de leur renaissance. Au coucher du soleil, ils s'installèrent sur la terrasse, observant le ciel embrasé. Élise sentit une paix nouvelle s'installer, un sentiment que tout était possible. Le matin dévoilait un ciel clair et prometteur. Élise se leva avec une énergie nouvelle, comme si la villa elle-même l'encourageait à avancer. Elle sortit dans le jardin, respirant profondément l'air parfumé. Mathieu la rejoignit, un panier rempli de fruits frais à la main. Ils partagèrent un petit déjeuner en plein air, savourant la simplicité de ce moment. Dans la journée, ils envisagèrent de futures transformations pour la maison, des idées de rénovation, d'aménagement. Ils parlèrent aussi de voyages, de lieux qu'ils aimeraient découvrir ensemble, symbole d'une vie à reconstruire. Le soir, la villa s'illumina doucement, entre bougies et lanternes. Ils s'installèrent sur la terrasse,
regardant les étoiles, silencieux mais connectés. Élise écrivit une dernière fois dans son carnet ce soir-là, des mots d'espoir, de gratitude, de renouveau. Le matin se leva sur la villa avec une douce lumière d'aube. Élise, éveillée avant le soleil, s'installa près de la fenêtre, regardant la mer scintiller à l'horizon. Mathieu la rejoignit, un léger sourire aux lèvres. Il tenait un vieux carnet trouvé dans la bibliothèque, aux pages jaunies. Ils s'assirent ensemble, ouvrant le carnet, découvrant les pensées intimes d'un ancêtre qui avait vécu des moments similaires de doute et d'espoir. Les mots écrits révélaient une époque révolue, mais aussi une continuité de sentiments, de questionnements universels. Élise sentit que le passé et le présent se tenaient la main, qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Dans la matinée, ils décidèrent d'écrire une lettre, non pas pour quelqu'un en particulier, mais comme un acte symbolique, une offrande à la mémoire. La lettre parlait de réconciliation, de pardon, de la douceur retrouvée du foyer. Ils la scellèrent ensemble, comme une promesse d'avenir. L'après-midi, ils allèrent se promener dans les collines alentours, savourant la beauté simple du paysage. Le vent léger portait avec lui des murmures anciens et des rêves naissants. La soirée fut un moment de calme partagé, entre rires légers et silence plein de sens. Le soleil se levait avec lenteur, effleurant les façades ocres du village et inondant la villa d'une lumière douce et apaisante. Élise ouvrit les yeux, sentant au fond d'elle une vibration nouvelle, une force tranquille née de toutes ces journées passées à fouiller, reconstruire et apaiser. Elle s'installa sur la terrasse, carnet en main, prête à accueillir les murmures du jour. Mathieu arriva avec 2 cafés fumants, et ils s'assirent ensemble, laissant la chaleur et le calme les envelopper. Le silence entre eux n'était plus chargé d'incertitude, mais chargé d'une confiance fragile et précieuse. Ils reprirent les lettres et carnets retrouvés, relisant certains passages, discutant des émotions enfouies, des blessures anciennes. Chaque mot semblait résonner d'une vie passée, mais toujours vivante en eux. Au fil de la matinée, Élise sentit une énergie nouvelle s'élever, comme si les ombres du passé s'éloignaient doucement, laissant place à une clarté inattendue. Dans l'après-midi, ils entreprirent de classer soigneusement tous les documents, créant un véritable sanctuaire de mémoire. Élise s'émerveillait devant cette richesse, comprenant que la douceur du foyer ne venait pas de la perfection, mais de l'acceptation des failles et des beautés mêlées. Le soir, ils s'installèrent devant la cheminée, partageant un repas simple mais chargé de sens. La nuit tomba sur Ravello, enveloppant la villa dans un cocon de paix et de promesses. Le matin se leva, pâle et calme. Élise ressentait une étrange combinaison de nervosité et de sérénité. Après tant de jours passés à remonter le fil de son histoire familiale, le moment était venu d'affronter certains non-dits. Ils descendirent au village, rencontrant un vieil ami de la famille qui détenait des clés essentielles sur le passé d'Élise. Les conversations furent teintées d'émotions, mêlant souvenirs joyeux et révélations difficiles. Élise sentit qu'un poids se levait lentement de ses épaules. De retour à la villa, elle et Mathieu discutèrent longuement, se promettant d'accueillir chaque ombre avec douceur. Le soir, ils organisèrent un dîner avec quelques proches, un moment de partage et de réconciliation. Élise comprit que la douceur du foyer venait aussi d'une acceptation collective, d'un dialogue ouvert, au-delà des blessures individuelles. Le soleil d'un matin clair baignait la villa, illuminant chaque pierre et chaque feuille d'un éclat chaleureux. Élise se réveilla avec un sentiment de paix profonde, prête à vivre cette journée qui marquerait une étape décisive. Mathieu était déjà au jardin, préparant un petit déjeuner surprise avec des fleurs fraîches et des mets simples, mais préparés avec soin. Ils partagèrent ce moment en silence, laissant parler leurs regards et la douceur ambiante. Dans la matinée, Élise reçut la visite d'un membre éloigné de la famille, porteur de photos anciennes et d'histoires jusque-là inconnues. Cette rencontre permit à Élise de combler des vides, d'ajouter des couleurs nouvelles à la fresque de son histoire familiale. L'après-midi fut dédié à la préparation d'un album, un recueil des souvenirs retrouvés, des lettres, des photos, des récits. Le soir, autour d'un feu dans le jardin, ils célébrèrent cette renaissance, entourés d'amis et de proches, unis par la tendresse et la compréhension. Élise sentit que la douceur du foyer était enfin là, non pas dans la perfection, mais dans l'acceptation, l'amour et le partage. Le jour se levait sur Ravello avec une lumière claire, comme une promesse tenue. Élise et Mathieu, encore enveloppés par la chaleur du feu de la veille, se levèrent tôt, impatients d'embrasser cette nouvelle étape. Ils commencèrent la journée par une longue promenade le long des sentiers côtiers, le vent marin caressant leurs visages. Le paysage semblait leur murmurer des secrets d'éternité. Au retour, ils discutèrent des projets à venir, des voyages, des aménagements dans la maison, des rencontres à venir.
Ils parlèrent aussi des petits gestes qui feraient désormais partie de leur quotidien, de la manière dont ils voulaient vivre, en respectant leur rythme, leurs émotions. Le soir venu, ils se retrouvèrent sur la terrasse, observant le coucher du soleil qui embrasait l'horizon d'un feu apaisant. Élise prit son carnet, y inscrivant ses instants précieux, gardant une trace de ce chemin parcouru. Le village s'éveillait doucement sous un ciel azur, promettant une journée lumineuse. Élise et Mathieu préparèrent un petit rassemblement dans le jardin, invitant amis et voisins pour partager ce moment de joie simple. Les rires s'élevèrent, les conversations se mêlèrent au parfum des fleurs et des plats préparés avec soin. Élise prit la parole, évoquant le chemin parcouru, la puissance de la mémoire et l'importance de construire un foyer où chacun trouve sa place. Mathieu, à ses côtés, souriait, le regard rempli de fierté et d'amour. La soirée se prolongea sous les étoiles, illuminée par les lanternes et la chaleur des cœurs réunis. Élise sentit alors que la douceur du foyer ne serait plus jamais un rêve lointain, mais une réalité vivante, portée par eux tous. Le matin s'ouvrit sur un ciel clair, la villa baignée de lumière dorée. Élise se réveilla, le cœur léger, et observa Mathieu dormir paisiblement. Ils partagèrent un petit déjeuner simple, échangeant des regards pleins de tendresse, sans besoin de mots. Dans la journée, ils poursuivirent les préparatifs pour leur futur, mais aussi le rangement des souvenirs, la transmission de ce qu'ils avaient appris. Le soir venu, ils s'assirent côte à côte, regardant le feu danser dans la cheminée. Le silence entre eux était complice, chargé de tout ce qu'ils avaient traversé, de la douceur retrouvée. Élise écrivit dans son carnet, scellant ce chapitre de leur vie avec des mots pleins de gratitude. Le premier rayon du soleil traversa délicatement les volets, illuminant la chambre où Élise dormait paisiblement. Elle se réveilla avec un sourire, sentant au fond d'elle une sérénité nouvelle, celle d'un avenir à construire sans peur. Mathieu entra doucement dans la pièce, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Il la rejoignit au lit, et ils restèrent là, enlacés, savourant la douceur de l'instant. Ils parlèrent de leurs projets, de ce qu'ils voulaient encore vivre, des voyages, des rencontres, des petits bonheurs à venir. La journée s'étira en promesses, ponctuée de gestes tendres, de silences partagés, d'une complicité renforcée. Le soir, ils dînèrent sur la terrasse, sous un ciel étoilé, entourés par le parfum des plantes et le murmure lointain de la mer. Élise écrivit une dernière fois dans son carnet, des mots d'espoir, de gratitude et de paix. Elle savait que la douceur du foyer était désormais un voyage, une quête permanente, mais qu'elle pouvait enfin avancer avec confiance. Le matin s'éveillait sur Ravelo, baigné d'une lumière douce et tiède. Élise se leva, le cœur léger, consciente que ce jour marquait une étape décisive dans son chemin. Elle et Mathieu passèrent la matinée à ranger la maison, à préparer les derniers détails, mais surtout à savourer chaque instant, chaque souvenir. Ils échangèrent des confidences, des rêves, des projets lointains, comme pour sceller une promesse silencieuse. L'après-midi, Élise se promena seule dans le jardin, s'imprégnant des couleurs et des parfums, sentant que la nature elle aussi était complice de sa renaissance. Au crépuscule, ils se retrouvèrent sur la terrasse, contemplant ensemble le spectacle du ciel qui s'éteignait doucement. Le silence entre eux était chargé d'une émotion profonde, celle d'un chemin parcouru, d'une histoire qui se tissait entre passé et avenir. Élise écrivit les derniers mots dans son carnet, une dernière note d'espoir, d'amour et de douceur. Le matin s'annonçait calme, baigné de lumière dorée et tiède. Élise ouvrit les yeux, sentant une paix profonde l'envahir. Elle tourna la tête vers Mathieu, endormi à ses côtés, et sourit doucement. Ils prirent leur dernier petit déjeuner ensemble dans la villa, savourant la simplicité et la beauté de ce moment partagé. Puis, main dans la main, ils sortirent vers le jardin, où les fleurs éclataient de couleurs et de parfums, témoins vivants de leur histoire. Ils s'assirent sur un banc, regardant au loin la mer calme, écoutant le chant des oiseaux et le souffle du vent. Élise sortit son carnet, l'ouvrit sur une page blanche, et écrivit, sans hâte, les mots qui venaient du cœur. Ici, au creux de ce foyer retrouvé, j'ai appris que la douceur n'est pas un refuge immobile, mais une quête vivante, faite de courage, d'acceptation et d'amour. Mathieu la regarda, ému, et serra doucement sa main. Il savait qu'ils pouvaient désormais avancer ensemble, porteurs d'une lumière nouvelle. Le soleil déclinait lentement, peignant le ciel de nuances roses et or. La villa s'enveloppait dans un calme apaisant, comme un cocon de sérénité. Élise ferma son carnet, regarda une dernière fois autour d'elle, puis posa sa main sur celle de Mathieu. Le foyer n'était plus un lieu figé, mais une promesse, un souffle, une douceur qui les accompagnerait toujours.